Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson, je te retrouve comme tous les dimanches soirs avec une startup en levée de fonds sur un site de crowd equity français francophone. Ce soir, j'ai le plaisir d'analyser un projet qui s'appelle Mainbot, qui est en levée de fonds sur Raisers. On va regarder ça ensemble avec mes 7 critères d'investissement gagnants. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent, ne pas les rater et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti! Voilà, je suis sur le site de Raisers. J'espère que tu as profité du petit générique pour cliquer sur le bouton t'abonner et notamment ne pas rater mes prochaines analyses de start-up. J'en publie tous les dimanches soirs sur cette chaîne. Mainbot, donc c'est le dernier projet qui est en levée de fonds sur la plateforme Raisers. Il s'agit du premier robot compagnon éducatif ludique et attachant pour les enfants. Donc il lève pour les 61 prochains jours, ils cherchent à lever 500 000 € et ils ont une valorisation de 3 et quelques. Bon, on y reviendra tout à l'heure. J'étais lancé sur la valo et entre-temps, comme j'ai regardé 10 000 trucs, je l'ai oublié, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? C'est une société française qui conçoit pour les enfants de 5 à 11 ans un robot compagnon à l'apparence animale qui permet d'apprendre en s'amusant. Donc déjà, évidemment, ici sur les critères de l'effet d'échelle et de la scalabilité, eh bien, si tu me connais un petit peu, tu sais tout de suite que je vais mettre un point négatif qui n'est pas un point négatif sur la boîte, mais tout simplement, quand il s'agit d'objets physiques, je suis toujours obligé de mettre un point négatif sur les effets d'échelle puisque, comme d'habitude, si tu veux vendre 20 fois plus ou 10 fois plus de robots, aujourd'hui tu vends 1000 robots, tu dis demain je veux vendre 10 000 robots, multiplié par 10 ton chiffre d'affaires, eh bien tu vas être obligé de multiplier par 10 non seulement tes matières premières, les achats de pièces détachées, de je sais pas quoi, c'est peut-être une partie en métal, en plastique, etc. Et tes salariés, ton usine, ta chaîne de montage pour créer 10 fois plus de robots. Si tu en vends 10 fois plus, il faut en créer 10 fois plus. Donc bien sûr, il n'y a pas de véritable effet d'échelle à part potentiellement sur la marque. Donc tout de suite, un petit point négatif sur le critère de la scalabilité. Son fondateur, passionné et expert en robotique, a imaginé le robot éducatif en 2011. En 2016, à la suite de sa dernière expérience entrepreneuriale, il a créé Mainbot. Donc c'est Boris. Et on va tout de suite aller voir peut-être le profil LinkedIn de Boris, puisque pour contrebalancer ce premier point qui était un petit peu négatif, Boris, lui, est un sacré fondateur. J'ai été voir son LinkedIn à l'instant. Boris Kessler-Fasano, c'est le fondateur de Mainbot. Avant ça, il avait créé Maintool, il avait créé Le Pic. Pas des expériences très très longues, mais c'est quand même une smartwatch avec une smart crown, donc un truc quand même assez stylé, assez incroyable. C'était en 2013, donc c'était pour les débuts de l'Apple Watch et des montres connectées. Il a fait ça pendant 7 mois, pendant 4 ans, il avait créé Maintool. Il y avait une équipe de 15 personnes, pardon, 15, 50, non, de 15, qui est à nouveau une deuxième smartwatch. Et il a levé 1,35 million en tout. Et finalement, on ne sait pas exactement ce qu'il en est devenu, mais visiblement il a dû arrêter et aujourd'hui il recrée un autre robot. Mais il a de l'expérience dans l'entrepreneuriat et dans l'IoT, les objets connectés. Et donc bien sûr, je mets un grand point positif à l'équipe. J'aime beaucoup une équipe qui a de l'expérience dans ce qu'elle fait et une équipe complémentaire. Donc bien sûr Boris est le fondateur dirigeant, mais on a un futur associé directeur technique qui est Pierre-Yves et un directeur marketing qui est Jonathan, donc on a une véritable complémentarité. Le directeur technique, voyons voir un tout petit peu son expérience. Il a aussi lui une expérience dans l'entrepreneuriat, donc c'est super. Donc je mets même un double bon point pour ce critère. Et Jonathan, qui est le marketing, il est à Station F, il est chez PubScan visiblement, il fait plusieurs choses. Il est aussi cofondateur d'une boîte. Et visiblement, il dit qu'il fait ça depuis avril 2017. Donc, à nouveau, moi, tu le sais, j'aime pas trop quand les gens à la tête d'un projet n'ont pas dans leur LinkedIn. Ça veut dire que est-ce qu'ils ont oublié de le mettre à jour? Est-ce qu'ils le prennent pas trop au sérieux? Ou est-ce qu'ils font déjà plus ça? Ou est-ce qu'ils font ça à mi-temps? Bien sûr, je préfère les sociétés où les gens à la tête, les actionnaires, les fondateurs, etc. sont à plein temps. Cela dit, c'est sa société PubScan qui est la startup française la plus financée de Twitter sur Indiegogo. Et Mainbot veut faire une campagne. Alors j'ai mis sur pause, ah oui j'ai rechargé la page donc c'est pas grave. Ici
Sur YouTube, il y a une petite vidéo de présentation que tu peux voir et j'avais mis sur pause à un endroit intéressant. Voilà, pourquoi lever 500K? Tac, pour industrialiser le robot, pour lancer une campagne Indiegogo et pour finaliser l'application. Donc ils veulent lever de l'argent pour lancer une campagne Indiegogo. Personnellement, je suis pas forcément convaincu que c'est une bonne chose de faire une levée de fonds pour lancer une campagne de crowdfunding et de lancer une campagne de crowd equity pour ensuite lancer une campagne de crowdfunding. Mais c'est pas dans mes critères d'investissement ici. Mais c'est un truc peut-être un petit peu étrange. Qu'en est-il du marché? Alors, le marché, ils vont bien sûr nous dire que ça augmente. Enfin, ils vont bien sûr nous dire. On va regarder ce qu'ils disent un petit peu, mais moi je suis pas convaincu que le marché soit. Ils parlent pas du marché. Si les dirigeants viennent d'intégrer les marchés européens, américains et japonais, la vente online, je suis pas convaincu du marché, à savoir que oui, c'est un truc sympa pour l'éducation, mais l'éducation des enfants à travers les robots. Est-ce qu'on est sûr que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que c'est pas une petite mode? Est-ce qu'on est sûr que dans 10 ans, on fera encore des jouets pour les enfants et les parents, dans 10 ans, auront encore envie d'acheter à leurs enfants des robots? Je n'en suis pas sûr. C'est pas impossible, mais je suis pas persuadé. C'est peut-être un petit peu instinctif. Si tu veux, voilà, c'est encore une fois, aujourd'hui on se dit oui, les robots ça va se développer, mais encore une fois, pose-toi la question, est-ce que les parents dans 10 ans, donc les gens qui dans 10 ans auront 30 ans, peut-être les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, ils voudront acheter un robot à leurs enfants, ou est-ce que ça sera complètement ringard, un robot comme ça, au regard de ces gens-là qui ont été élevés avec un smartphone dans la main? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas un besoin fondamental, c'est un nice to have, c'est pas un must have. Et donc, moi, bien sûr, je préfère investir dans les must have, dans les entreprises qui aident les business à économiser de l'argent, ou les particuliers à économiser de l'argent, parce que tout le monde veut économiser de l'argent, tout le monde sans distinction. Tout le monde ne veut pas filer un robot à son gamin. Donc, pour ce qui est du marché, je vais mettre un mix. C'est-à-dire, oui, non. Bof. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un marché en croissance. Je pense qu'en 2019, il y aura plus de gens qui vont acheter des robots éducatifs qu'en 2018. Et qu'en 2018, il y en a eu plus qu'en 2017. Donc je pense que le marché il connaît une croissance. Est-ce que c'est pas une tendance, une mode et non pas une tendance de fond? C'est tout à fait possible. J'en suis pas certain. Mais voilà, moi je reste un petit peu limité. Pour ce qui est de la monétisation, aucun problème. Ils savent vendre, ils savent faire de l'argent, ils vendent leurs robots. D'accord. Parlons de la marge. Qu'est-ce que ça dit sur la marge? Les dirigeants mis sur une marge brute de 49% à terme. Ok, pas mal. Donc, à terme, on aura une marge de 50% qui est le minimum de ce que je veux. Maintenant, ça me fait toujours rigoler ce petit mot là, à terme. J'aimerais bien savoir quelle est la marge aujourd'hui. Et ça, visiblement, ils n'en parlent pas. On va voir. Ah si, là on a les résultats. Voilà, 2017, chiffre d'affaires 20K. Et la marge brute 8K. Ok, donc c'est bien. Et 2018, 10K, donc là on a un chiffre d'affaires qui a diminué. Évidemment, c'est une mauvaise chose. Ils ont sûrement une raison pour l'expliquer. Et marge 10K. Donc ils sont à 50% de marge. Par contre, en 2019, ils prévoient de faire 2 millions et seulement 500K de marge. Donc la marge, finalement, là, il y a un problème de marge. Mais là, finalement, en 2021, à 12 millions, elle revient à 6 millions. On va leur donner le bénéfice du doute. On va dire qu'ils font 50% de marge. Ce qui est bien, ce qui est vraiment le minimum de ce que je recherche dans un investissement. En dessous de 50%, on se prend un carton rouge dans mes critères ici. Donc 50%, ok. Il nous reste le Unfair Advantage et la Valo. Alors, le Unfair Advantage, ils ont au capital le fondateur d'Aldebaran, qui est en soi un Unfair Advantage que je t'ai pas cité ici, Bruno Maisonnier, qui est actionnaire et qui est un des grands de la robotique mondiale. On peut aller voir son LinkedIn, il doit être sur LinkedIn, voilà. CEO, founder Another Brain, et quelqu'un qui effectivement, quand il se met, donc il a créé Aldebaran et il l'a vendu, je crois. Et c'est une énorme boîte, hein, Aldebaran, tu pourras aller voir. Donc c'est un peu un pape de la robotique mondiale. Voilà, c'est ça, vendu à un groupe japonais. C'est un pionnier effectivement de la robotique. Alors, donc l'avoir au capital, ça veut dire quelque chose. C'est pas rien, c'est pas ça non plus qui te fait réussir. Et je sais par expérience, parce que j'ai rencontré d'autres projets de robotique où il était également au capital, donc il est assez actif, il est au capital d'un certain nombre de startups, parce qu'il prête son nom en disant bah voilà, je suis, tu vois, ça leur permet à eux de dire bah on a le CEO d'Aldebaran, c'est un vrai truc de crédibilité, c'est très bien, mais ça fait pas tout. Ensuite, ils n'ont pas un gros chiffre d'affaires. Alors le marché, voilà, évidemment j'en étais sûr, hein, le marché ils disent que ça augmente. Ils ont de la concurrence. Est-ce qu'ils ont un peu de R&D, de trucs propriétaires? Je suis pas sûr. On va chercher brevet. Un brevet, super, donc ça c'est de la propriété intellectuelle, ils ont une marque déposée, une enveloppe solo, bon ça vaut rien, par contre un brevet, ok. Donc ils ont un petit
Une petite unfair advantage, tu le sais, unfair advantage, je cherche à répondre à la question, est-ce que si toi et moi, demain, on s'appelle et on se dit salut Gabriel, salut toi qui me regarde, on monte un concurrent, un robot éducatif pour les enfants, est-ce qu'on va mieux y arriver, moins bien y arriver, qu'est-ce qui fait que eux les protègent? Donc il y a tout un tas de choses, il y a donc les contacts, le réseau, le fondateur d'Albaran c'est un petit, il y a le brevet, ça c'est évidemment important. Je pense qu'il est facile à contourner, parce que je sais pas ce que c'est que le connecteur Winky, mais en gros ils ont déposé un brevet sur leur propre techno, il faudrait creuser en détail sur ce qu'est le connecteur Winky, bon. Très bien. Et il y a bien sûr le chiffre d'affaires. Si aujourd'hui ils ont énormément de commercialisation, de personnes qui l'ont déjà acheté, etc., etc., ça aide des partenariats commerciaux par exemple. Aujourd'hui ils en ont pas. Donc, et ils n'ont pas de chiffre d'affaires, donc ils ne sont pas connus, etc. Donc ils ont seulement ce brevet et ce actionnaire qui est le fondateur d'Albaran. Donc je mets un peu oui non, comme j'aime beaucoup faire, hein, la vie est pas noire ou blanche, c'est gris. Donc unfair advantage, bof bof, petit unfair advantage, pas énorme, mais c'est pas un gros unfair advantage. Donc je mets un oui et un non comme pour le marché. Et il nous reste pour terminer la valorisation, donc on la trouve dans les documents et dans le document d'information, je crois, de Razors, qui est ici. Alors qu'est-ce que ça dit? Voilà, et c'est effectivement dans celui-ci, j'avais cherché valorisation et on a trouvé la valorisation est fixée à 1,3 million d'euros, soit la même valorisation que le précédent tour de financement. Donc une valorisation à 1,3 million pour une boîte qui fait pas de chiffre d'affaires, c'est pas déconnant. C'est dans le genre de ce qu'on fait. Alors quand il y a 0 chiffre d'affaires, on aime bien une valorisation en dessous d'1 million ou aux alentours d'1 million. Là c'est 1,3 million, donc c'est pas déconnant. Par contre, même valorisation que le précédent tour de financement auprès de Business Angel, et ben évidemment ça c'est plutôt un point négatif pour moi, voire presque un signal d'alarme. Alors c'est pas un signal d'alarme en soi, il faudrait comprendre les raisons, il faudrait voir quand a eu lieu ce précédent tour. Si c'était il y a un mois, bah, peut-être qu'effectivement c'est logique qu'il n'y ait pas eu une grosse différence, mais c'est quand même pour moi un signal un peu négatif. Donc valorisation, je mets OK pour les 1,31 millions, mais pareil, un petit point négatif pour le fait que ce soit la même valorisation que le tour financement précédent. Encore une fois, il faudrait avoir les explications. Je suis sûr qu'il y a des explications. Je fais ces vidéos comme ça, à l'arraché, à la volée, sans rencontrer les fondateurs. Il m'arrive de rencontrer les fondateurs en général après. Et d'ailleurs, si tu veux voir les vidéos complètes de mes rencontres avec les fondateurs, qui durent plus d'1 heure en général, eh bien, elles sont accessibles aux membres de mon club privé. Il y a les liens dans la description. Donc, peut-être que le fondateur va revenir vers moi en disant bah, dans ta vidéo tu parles de ça et la raison c'est que blablabla. Donc moi je fais la vidéo sans savoir, ou peut-être qu'il n'y a pas une bonne explication, ou il y aura une explication que moi je jugerais pas forcément bonne, et dans ce cas là bah voilà. En tout cas je mets oui et non. C'est tout donc pour cette analyse du dimanche soir. Dis-moi ce que tu penses de Mainbot en commentaire. Si tu veux savoir, et c'est peut-être le plus important, si tu veux ma propre décision d'investissement, si tu veux savoir si j'investis oui ou non dans Mainbot, eh bien ma décision d'investissement elle est partagée dans mon club d'investissement privé Léonis, dans lequel j'investis non seulement dans des startups qui sont sur les plateformes de financement, j'investis également dans des startups qui ne sont pas sur les plateformes, des startups auxquelles tu n'as pas accès si tu n'es pas dans le club privé. Tu ne pourras pas y avoir accès sur internet, tu peux seulement y avoir accès si tu es dans mon club privé. On fait ça ensemble depuis quelques mois maintenant et on s'amuse bien, donc tu es bien sûr le bienvenu si tu souhaites nous rejoindre. En tout cas, ma décision d'investissement là-dessus, il y a du vert, du rouge, donc je partage ma décision dans mon club privé. Si cette vidéo t'a plu, eh bien mets-moi un petit like, un petit pouce, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis. Et je te dis à dimanche prochain pour une prochaine review de startup en levée de fonds. À la semaine prochaine pour d'autres vidéos. En attendant, si tu veux être sûr de ne pas les rater, eh bien sûr tu t'abonnes. Et en attendant la prochaine vidéo, tu peux regarder les vidéos suivantes de moi au-dessus de ma tête. Salut, ciao.